Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau du magazine Isoulani, le magazine des îles de la Méditerranée, le tourisme rural et la coopération Corse-Sardaigne. C'est donc le thème de ce premier numéro de cette saison, proposer des circuits et des produits touristiques adaptés aux territoires ruraux. C'est l'objet notamment d'un accord qui a été conclu en septembre dernier entre deux régions, de Corse et de Sardaigne, l'Ornano-Taravo-Valinco-Sartenay et la province de Nuoro-Oliena. Alors, pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, Joëlle Titran-Souzzoni, présidente de la Fédération des foires rurales de Corse. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission. Sur ce plateau également avec nous, Poljo Kaïtou-Koli, président du pôle d'équilibre territorial, le PETR de l'Ornano-Taravo-Valinco-Sartenay. Bonsoir Poljo Kaïtou-Koli, merci également d'être avec nous. Et puis dans quelques minutes, nous rejoindrons par téléphone depuis la Sardaigne Paolo Palimode, qui est agriculteur donc dans cette province. Poljo Kaïtou-Koli, une première question concernant donc ce thème d'aujourd'hui. On peut dire que les liens étroits avec vos homologues de Sardaigne, eh bien, ils se sont noués et puis ensuite étendus lors de la foire rurale de Filitosa. Oui, lors de la foire du tourisme Campagnolo, qui depuis 2000 fait la part belle à la Méditerranée avec un réseau RESAM que nous avions constitué à partir des routes d'essence et nous avons travaillé pour construire cet accord. Alors, comment ça s'est déroulé précisément? Vous avez invité vos homologues de Sardaigne, ils sont venus assez rapidement. Tout à fait. Il a fallu quand même plusieurs années pour tout d'abord, tout cela. Exactement. C'est un long parcours de travail déjà sur le territoire corse avec les routes australisantes et l'ensemble des autres structurations de l'agritourisme. Et puis ensuite, on a commencé à avoir le premier projet Interreg en 2000. Il y avait même à l'époque Imedoc, le fameux concept qui était élargi. Et puis nous avons resserré sur la Sardaigne pour aboutir enfin cette année à Filitosa à l'accueil d'une grosse délégation, même si auparavant nous avions reçu aussi les Toscans et les Ligures tout au long de ces années. Mais là, on a vraiment concrétisé cet accord grâce à un projet leader au Galles, que là aussi nous avons mené depuis 2008. On peut dire que ce sont tous les acteurs économiques de cette région du sud de la Corse, en quelque sorte, qui ont voulu s'impliquer dans cette démarche, ou est-ce que ça a été un petit peu difficile au début de les sensibiliser, je dirais? Il y a deux niveaux. Il y a d'abord les organisations professionnelles qui font leur part de chemin, et puis nous, élus locaux, maires, nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons proposé cette stratégie au sein du PETR avec l'ATC, puisque nous avons une étude aussi qui va nous permettre de définir des circuits agrotouristiques, et nous avons voulu donner le tempo à travers un séminaire qui a eu lieu à Filitosa. Donc je pense que c'est les deux réunis qui peuvent faire le ticket gagnant. Joëlle Titran-Souzzoni, vous avez adhéré à cette démarche, on y reviendra un petit peu en détail tout à l'heure, mais globalement sur cette coopération entre les deux îles très proches, je dirais, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette démarche? Nous étions déjà très enthousiastes. Nous avions déjà, il y a fort longtemps, participé avec Poljo à une croisière, en quelque sorte, qui était sur des sens, de la gastronomie et des échanges entre la Corse et la Sardaigne. Et donc là, c'était l'occasion de renouer avec cette île où nous avons beaucoup de points communs, où nous avons beaucoup appris. Sur nos foires, nous avions déjà lié connaissance avec leur savoir-faire en matière d'oléiculture à travers la foire de l'Olivier, où nous avions invité beaucoup de sardes, surtout l'année mondiale Olivier où vous avez obtenu la médaille d'or. Et ensuite, sur Filitosa, on a travaillé beaucoup sur le programme, un peu en amont. Et puis, nous avons été invités étroitement par Poljo et aux premières réunions qui avaient eu lieu à Rocapinde, et donc à participer à ce produit. Parce que, en fait, nous, on peut même déjà proposer certaines choses et Poljo peut s'appuyer sur ce territoire des foires qu'il connaît très bien. Parce que, par exemple, vous prenez la première foire de l'année, c'est Santa Lucia d'Itala, c'est l'huile nouvelle. Le territoire est propice à la découverte touristique. Les sites de Coucouroutes ou un musée à Lévis, une oliveraie magnifique. Donc c'est pour ça que nous étions partie prenante. Et on peut dire qu'il y avait également une attente de la part de tous ceux, je dirais, qui adhèrent à votre fédération
fédération d'engager ce style de coopération? Une longue tradition d'invités et de coopération selon les métiers qui ont trait au thème des territoires. Vous allez à la foire de Lourdes et bien évidemment ce sont des gens qui font du vin dans d'autres régions, souvent de Méditerranée, et souvent nos plus proches voisins sont les Sardes. Donc la Sardaigne ont été vraiment interpellés par la démarche. Alors, premier reportage de cette émission, donc direction la Sardaigne précisément, où une délégation s'est rendue en septembre pour sceller justement cette coopération entre les deux territoires. Reportage signé François Tortos, Flora Battesti. Depuis toujours, Paolo Palimode soigne ses oliviers avec passion dans la région de Nuoro en Sardaigne. Sur ses 4,5 hectares, il produit 1500 litres d'huile d'olive à l'année. Il aimerait faire connaître sa production en dehors de sa micro-région et de son île, à commencer par la Corse, si proche. C'est une synergie très importante. Nous sommes deux micro-régions très petites, surtout à l'échelle de l'espace méditerranéen. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place cet accord entre nous pour proposer nos produits et nos circuits touristiques ensemble. Il ne s'agit pas pour nous de vendre notre production sur le marché corse et inversement. Nous, ce que l'on veut, c'est que les touristes qui passent par la Corse viennent ensuite chez nous. Et pareil de l'autre côté, on proposera aux touristes qui sont en Sardaigne de se rendre en Corse. L'occasion pour eux de faire un parallèle et de découvrir les produits d'excellence que l'on trouve dans nos deux îles. Le village d'Olienne en Sardaigne, celui de Philitos en Corse du Sud. Un pont entre deux îles, rien de plus vrai, avec le parcours de Jean-Claude Mondoloni. Cet artisan passionné revendique l'origine et la qualité des produits présentés sur la route d'essence. Cet accord avec la Sardaigne ne fera que conforter sa démarche. Voilà, ça favorise la production locale, souvent une production de l'intérieur qui n'est pas tout le temps du bord de mer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont installés dans l'intérieur et qui font l'effort de faire de très bons produits, type charcuterie, type miel, etc. etc. Été 2018. L'accord entre la province de Nuoro en Sardaigne et celle d'Ornano, Sartenay-Valinco et Taravo se finalise enfin. Deux foires, l'une à Philitos en Corse du Sud et l'autre à Oliena, dans le centre de la Sardaigne, célèbrent cette union. Des élus de terrain, des responsables agricoles partagent leurs expériences et leur savoir-faire. Il s'agit de structurer et de développer une offre commune de tourisme en milieu rural. Un axe de coopération transfrontalière va être mis en place en proposant une offre touristique commune entre ces deux territoires. Cette synergie entre les agriculteurs sardes et corses va permettre de mieux exporter leurs produits, de renforcer et de développer les transports entre les deux îles. Des programmes d'hébergement et de loisirs viendront compléter ce dispositif. C'est un accord important. C'est aussi la démonstration que notre activité ici, dans la province du Nuoro, est aussi appréciée à l'extérieur. Notre modèle de tourisme rural peut aussi s'exporter. Notre collaboration avec la Corse, une île jumelle, en reste la meilleure preuve. Ici, dans notre micro-région, pendant très longtemps, notre économie a évolué en interne uniquement. D'un point de vue pragmatique, il a fallu changer. Si on reste trop isolé, on ne peut pas évoluer. C'est une impasse. Notre collaboration avec la Corse, notre île voisine, si proche, représente une évidence économique. C'est tout ce qui est au cœur du projet que nous portons à la Chambre de commerce de Nuoro. Nous allons proposer un bassin économique beaucoup plus important. Dans ce village d'Oliena, au centre de la Sardaigne, une belle fête sur un week-end vient célébrer ce rapprochement entre ces deux territoires. Présentation de différents produits, théâtre de rue, rien ne manque à l'appel. Les foires rurales sur les deux îles représentent aussi des espaces d'échange et de coopération transnationale. Une mise en réseau des offres et des sites sur ces deux territoires est prévue à très court terme. Ce projet a pu bénéficier de financements européens.
Le fait que trois peuples comme les nôtres, la Sardaigne, la Corse et la Catalogne se rencontrent, avec toutes nos similitudes, l'attachement à la terre, une langue qui nous est propre, tout cela reste essentiel dans le monde d'aujourd'hui de plus en plus globalisé. C'est notre unique arme pour se défendre ensemble devant cette évolution internationale. La valorisation du programme Nature, Territoire, Culture et Patrimoine est aussi l'un des objectifs poursuivis par cet accord. Il s'agirait d'élaborer un événement culturel itinérant hors saison. La présence d'une délégation catalane sur place durant ce week-end s'inscrit naturellement dans cette démarche. Par rapport à cet accord entre la Sardaigne et la Corse, nous ferons venir demain la ministre de la Culture catalane pour commencer à réfléchir à notre intégration dans cet accord. Dans un premier temps, notre participation sera d'ordre culturel, mais ensuite nous devons déboucher sur une thématique économique. Cela ne peut pas être autrement. C'est l'Europe de demain ? Bien sûr, cela doit être l'Europe de demain, parce que si l'on perd notre tradition, si l'on oublie nos racines, nous n'aurons plus aucun futur. Les touristes se pressent nombreux autour de tous les produits présentés sur le stand corse. Ce territoire de l'Ornano, du Sartene-Valinco et du Taravo regroupe 46 communes. Un peu plus de 20 000 habitants et un espace économique qui va pouvoir bénéficier des retombées directes de cet accord avec cette micro-région de la Sardaigne. Tout ça pour en fait aider la population locale, les gens qui vivent, qui s'investissent et qui travaillent, leur apporter une ressource supplémentaire et en un mot faire vivre l'intérieur qui en a grandement besoin. 5 ans de réflexion, 2 ans pour sa mise en place, cet accord entre deux territoires de Sardaigne et de Corse a mis bien du temps à voir le jour. Un final des plus festifs est venu saluer cette réussite qui entend surtout s'inscrire dans la durée. Voilà donc Paul Jocaïto, que vous êtes replongé pendant quelques minutes dans cette ambiance très, très festive, parce que c'est vrai, on le constate à travers ce reportage, il y a une coopération économique associée à l'activité culturelle aussi, parce qu'on vient de voir ces spectacles à la fin de cette session, c'était intéressant aussi. Complètement, c'est la valeur culturelle ajoutée de ces territoires qui est une force importante et qui nous permet de nous démarquer de la globalisation et des marchés internationaux, sur les marchés internationaux. Alors, on le voit également, il y a un réel engouement de la part de vos homologues de Sardaigne. On peut dire que toutes les institutions locales se sont impliquées dans cette démarche. Oui, c'est un gros travail qui a demandé beaucoup de pédagogie et on a fait un peu le parallèle entre la Chambre de commerce de Corse du Sud et la Chambre de commerce de Nord, la Fédération des foires agricoles et en même temps Ottoni Barbage, la route des vins du Canonao et Astrada di Isens, et puis les parcours nature. Donc des deux côtés, on a pris les mêmes opérateurs et on a créé des réunions de travail avec un protocole et le projet leader de coopération intergale qui va nous permettre d'avoir l'outil financier pour porter ces projets. Alors, nous allons retrouver par téléphone depuis la Sardaigne Paolo Palimode, qui est agriculteur dans cette province. Bonsoir plutôt, merci d'être avec nous, Paolo Palimode. Bonsoir à tous les deux. On vous a vu à travers, dans ce reportage que nous venons de présenter. Vous-même, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette coopération entre cette province de Corse et de Sardaigne précisément? Je suis à Vannes, je suis coopérateur dans 3 coopératives. Je suis dans la rue de Vennes, je suis dans une coopérative touristique qui c'est coopérative à Zenis, à Montemaccione et à Oliena, et je suis dans une autre coopérative des oliviers à Oliena aussi, que nous avons formé des années avant. Et je suis intéressé à la coopération de Corse, de Sardaigne et de Catalogne et de Toscane aussi, parce que nous pouvons faire des synergies avec nous, parce que nous sommes très petits dans la Méditerranée, mais nous sommes très petits dans le monde. Nous pouvons faire synergie pour être connus dans tout le monde. On peut dire aussi qu'il y a des productions locales que l'on retrouve à la fois en Corse et en Sardaigne par rapport à vous, ce que vous produisez au sein de ces 3 coopératives. C'est intéressant aussi de découvrir ce que font l'une et l'autre de ces 2 régions.
je suis intéressé surtout dans les phénomènes touristiques de la question. Parce que dans l'agriculture, ils partent le tourisme aussi. Et il y a seulement les consommateurs touristiques maintenant qui consomment notre produit. Nous avons des productions locales, nous avons des productions très très intéressantes, très, très importantes parce que nous avons des produits naturels et biologiques. Et on peut dire que le tourisme rural s'est beaucoup développé ces dernières années, justement, dans votre région de Sardaigne. Il y a de l'agritourisme, de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent à l'agritourisme. Je veux dire qu'il y a une réversion de tourisme. Il y a une recherche de l'agritourisme et il y a une recherche des produits de nicchia, comme on s'appelle. Parce que la globalisation du tourisme ou de toutes les choses, il a porté à simplifier les choses et les goûts. Je vais paraphraser votre écriture Céline, nous devons chercher les goûts par dit. Et dans la démarche qui a été initiée donc par cette région de Corse, qu'est-ce qui vous a intéressé? Comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans cette démarche vous-même? Comment est-ce que vous les avez aidés sur le terrain? Parce que nous avons la même situation. Nous sommes des îles et nous sommes des îles un peu loin de l'État central. Et nous devons organiser tout seuls des faits et synergies pour être connus au dehors de notre île. D'accord. Ben écoutez, merci d'avoir été avec nous quelques instants depuis la Sardaigne. On vous retrouvera bien entendu prochainement lors d'une prochaine émission ou lors d'un prochain reportage. Merci beaucoup Paolo Palimode d'avoir été avec nous. Je reviens avec vous Joël Titran-Souzzoni pour parler encore bien entendu de cette initiative et puis de la réalité. Vous le disiez tout à l'heure, donc votre fédération a adhéré très rapidement à cette initiative de coopération. Ça veut dire que de la part des producteurs, des agriculteurs, il y a un réel engouement. Il y avait une attente aussi par rapport à cela. Il y a une attente, il y a un engouement, mais ce qui est remarquable, et Paolo le souligne, c'est qu'ils sont beaucoup dans la mutualisation de leur travail, de leurs efforts, des coopérations. Et nous, depuis 30 ans, ce qu'on a fait, c'est mutualiser. Inventer des circuits courts et mutualiser 13 événements sur les produits phares de notre île. Globalement, on les a fait monter en puissance. Je ne vais pas parler du miel, on a fêté les 20 ans, de la charcuterie, je veux dire, nos produits ont atteint un niveau d'excellence. Ensuite, la mutualisation, c'est important d'aller à la rencontre de ce qui se passe en Sardaigne, parce que la force de travail qu'ils ont, la population bleue beaucoup plus importante que la nôtre, nous sommes un petit peu en deçà. Et nous avons besoin d'échanger avec eux pour savoir comment ils arrivent à mutualiser autant de choses, être autant en coopérative, avoir un volume de travail plus important et un volume de production beaucoup plus important que le nôtre, à des prix complètement différents. Bon, évidemment, le poids de nos habitants est très inférieur à celui de la Sardaigne. Donc c'est ce qu'on a toujours privilégié. Et les hommes et les femmes qui composent les territoires où se situent les foires travaillent depuis 30 ans dans un souci de mise en valeur de leur territoire et de leurs produits. Ils le font d'une manière en mutualisant certes, mais en mutualisant aussi leur bénévolat. Car tout ça repose sur un bénévolat, sur ces hommes et ces femmes qui sont détenteurs d'un savoir-faire et qui savent très bien défendre leurs produits. C'est pour ça que je veux dire, on peut bien échanger avec eux parce que les Corses connaissent bien leurs produits. Et en même temps, il faut ne pas rester enfermé. Alors, en Corse comme en Sardaigne, on le disait tout à l'heure, l'agritourisme s'est fortement développé ces 10 dernières années, en particulier. Reportage auprès de producteurs et de vacanciers dans le sud de la Corse. Reportage signé Sylvie Wolinski. Personne ce matin pour assister à la distillation de pain Lariccio. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, José Fratini propose une aire naturelle de camping à tous les curieux en visite autour de Tsicavo. L'homme est fier de sa région et de ses nombreux atouts. C'est les randonnées, c'est le plateau de Couchon, les Cudines, les rivières et nos produits. La distillation, la charcuterie, le miel, les terrines, voilà.
Tout comme ses voisins, le Sartenay, le Valinco, l'Ornano, le Taravo aimerait faire découvrir au plus grand nombre les richesses de son terroir et le savoir-faire de ses producteurs. Dans cette exploitation agricole, l'offre proposée aux touristes ne se limite pas aux chambres d'hôtes. On est à Guitire et vous allez monter au plateau du Couchon. Et donc là, vous allez aller à ces bergeries ici, et dans le cours d'eau ici, vous allez aller là. Et sur la table d'hôtes, charcuterie AOP, veau, fromage de chèvre et brocciu sont uniquement des produits familiaux. Là, on s'aperçoit que c'est vraiment artisanal ici. Il y a encore les cochons du cru qui sont transformés en charcuterie, si on peut dire, ici. Alors que on a l'impression de se faire piéger quand on est sur la côte. On a été pioché sur Internet dans la route des saveurs, je crois. On avait vu des photos sur Internet et l'endroit nous a plu. Et c'est vrai que depuis qu'on est là, on n'est vraiment pas déçus. Mais ici, l'agritourisme reste peu développé dans les circuits touristiques traditionnels. La montagne en général, et le Taravo en particulier, ont toujours été les parents pauvres du développement et du tourisme, alors qu'il y a toutes les richesses et tous les outils de développement, ils sont déjà. Le premier pôle d'équilibre territorial et rural de Corse du Sud, PERT, y travaille. Il rassemble les communautés de communes du Taravo, Valinco, Sartenay, avec celles des communes de la Pieve d'Ornano. Cette union, espère son directeur, doit porter ses fruits si les acteurs du tourisme s'en emparent. Une convention de partenariat devrait être signée avec les offices de tourisme intercommunaux concernés. Alors, Poljo Kaitou-Koli, donc, vous êtes président donc, de ce PETR du sud de la Corse. On voit qu'il y a une réelle demande de la part des producteurs, également des touristes, des vacanciers. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cadre-là, la route d'essence a ouvert de belles opportunités ? Oui, complètement. C'était un travail, comme je le répétais, depuis l'an 2000, donc 18 ans, et aujourd'hui ça ouvre des opportunités, d'autant plus que nous avons élargi à des sentiers patrimoniaux qu'avait mis en place le département de la Corse du Sud via Diada Paez à Paez, qu'on l'a étendu bien entendu à la culture et aux sites patrimoniaux et aux sentiers du parc naturel Maremonte, Maramar, du parc naturel régional. Donc ça veut dire que là, on a demandé la mise à disposition de toutes ces marques et cette synergie de ces marques au service des territoires à travers le PETR, et son vice-président Jean-Pierre Botz qui a fait un travail remarquable, va permettre aux deux offices de pôle, Sartenay Valinco, Taravo et Pieve d'Ornano, de promouvoir et de commercialiser cette offre touristique. Est-ce qu'on retrouve en Sardaigne de telles structures justement qui mettent en réseau les producteurs, les agriculteurs des provinces ? Alors si vous voulez, en Sardaigne et en Toscane notamment, puisque nous sommes inspirés notamment de la Toscane et nous avons été un peu les précurseurs, puisque en Toscane et dans le reste du monde, il y a des routes thématiques, la route des vins, la route des miels, et nous avons fait une route pluridisciplinaire à travers la route des sens. Mais effectivement, il y a une fédération des routes en Toscane qui est très puissante, et ils ont eu, ce qui explique la structuration plus rapide, une loi régionale qui s'est mise en place en Toscane et ensuite dans les autres régions autonomes d'Italie, notamment la Sardaigne, et qui leur a permis d'avancer beaucoup plus vite, ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui avec la route d'essence et les autres circuits. Joël Titransouzoni, par rapport à la fédération donc, des foires rurales de Corse, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une structuration qui s'est mise en place dans... là, on parle de la Sardaigne précisément, ou peut-être dans d'autres îles de Méditerranée, où on reste quand même sur une spécificité très corse par rapport au travail que vous avez engagé depuis bien longtemps. Quand je suis allée avec la délégation à Automne in Barbade, je me suis aperçue qu'ils étaient formidablement bien structurés. Donc, nous avons proposé depuis 30 ans un travail différent, comme j'ai expliqué, donc en mutualisant nos moyens. Mais surtout, nous avons élaboré donc, depuis 2003 un règlement sur les foires adhérentes, où donc les gens qui organisent un événement, évidemment, sont volontaires pour adhérer à la FRAC. Et ce règlement est pas du tout contraignant, mais destiné à mettre en valeur les productions pour des gens qui vivent et travaillent toute l'année en Corse. Tout objet de revente est interdit sur nos foires, et mettre en valeur le travail des métiers d'art et de la création artisanale. Donc ça, c'est un travail qui est assez important. Ça veut dire un règlement et un statut de l'exposant producteur ou du producteur exposant qui fait l'objet donc de ces foires qui sont adhérentes. Au bout de 3 ans de contrôle, font l'objet d'un label. Et on appelle ça ce label Fiere di Corsica.
Et ce label a été reconnu même au niveau de la DDSPP, puisque les contrôles sont beaucoup plus faciles pour eux sur nos foires où pratiquement il n'y a pas d'erreur. Alors ça pourrait les donner contrôles que nous peut-être faisons sont aussi bénévoles. Alors on a expliqué ça donc en Sardaigne, mais ça a aussi donné des étonnements, même sur d'autres régions, comme par exemple sur les productions d'huile d'olive, donc en Toscane, mais en fait pas en Toscane, mais je veux dire dans les Baux-de-Provence par exemple, où leurs marchés sont plutôt des marchés forains, ils ne sont pas des marchés soumis à un règlement comme la Fédération des foires rurales et agricoles de Corse le propose. Et on pourrait peut-être s'orienter vers des jumelages entre certaines foires et d'autres foires de province de Sardaigne, par exemple. Ce sont des initiatives peut-être particulières qui pourraient naître aussi. C'est particulièrement conseillé. Bon, maintenant, des foires ont trouvé des jumelages, comme par exemple Bocognane est jumelé avec une commune qui produit de la châtaigne, bien sûr, puisque c'est l'intérêt, comme Vénaco, je veux dire, a fait des liaisons avec la Reims. Donc, nous, évidemment, sur l'ensemble de la FRAC, nous avons intérêt à nous rapprocher parce qu'ils peuvent nous apporter beaucoup. Ils ont des circuits qui sont tout à fait, je pense, tout à fait en agritourisme. Et surtout, c'est l'ouverture de... Parce que nous, par exemple, nous avons des ateliers de métiers artistiques et de métiers d'art qui sont absolument formidables. C'est à Poljo de définir un circuit où on pourrait trouver un coutelier qui soit ouvert au moment où justement il y aurait un produit touristique comme une foire et qui serait étendu à des visites d'ateliers. Poljo Kaitucoli, là on parle d'établir une route, je dirais, de découverte, Sardaigne et Corse sur deux provinces. Ça veut dire qu'il y a une importance aussi par rapport aux liaisons maritimes. Donc là, on peut dire que vous travaillez déjà avec les différents partenaires, les différents acteurs de ce développement. Avec la Blue Navy et l'agence Sorbo qui a été un partenaire fort, donc la Mobiline bien entendu, on voudrait renforcer l'axe Porto Torres Propriane qui est sur le territoire. Et puis nous voulons développer au travers des aéroclubs peut-être des liaisons plus importantes aussi aériennes par ce biais-là. Et donc on a Tavaria qu'on voudrait restructurer sur le territoire, il y a l'aéroclub d'Ajaccio aussi, et les liaisons maritimes qui vont relier Porticcio à Propriane de façon à renforcer ce maillage et sur le territoire, et puis ensuite, bien entendu, pour avoir ces liaisons avec la Sardaigne. Aujourd'hui, il y a Santa Teresa Bonifacio, il y a une DSP qui va être signée, il y a aussi d'autres projets en perspective, mais c'est capital. Si on n'a pas ce lien fort, on ne pourra pas le faire. Et c'est pour ça que nous avons commencé progressivement avec la Sardaigne, et nous avons évoqué aussi, il y a des avocats et des cabinets qui travaillent sur une structure juridique entre les deux territoires, Barbagia et Corse, à travers ces réseaux, qui pourrait être soit une société coopérative d'intérêt collectif européenne, soit un groupement d'intérêt économique européen. Parce qu'il faut franchir le pas de ces rencontres bon enfant, qui sont agréables en termes de culture et de rencontres, mais là on veut matcher au niveau de l'économie, au niveau de la valeur ajoutée, et dans le hors-saison, développer ces flux entre nos deux territoires. Et puis, comme l'a dit Paolo très bien, aller dans l'Europe du Nord chercher ensemble des clientèles qui vont venir dans le hors-saison. Et là aussi, on aura besoin de liaisons efficaces. La Barbagia, c'est une province qui possède de nombreux atouts dans ce domaine du développement du tourisme rural. On peut dire qu'il y a une tradition aussi qui s'est installée et qui s'est développée dans cette province de Sardaigne. Si vous voulez, c'est vraiment une des provinces, enfin un des territoires, la Barbagia, qui a gardé le plus sa typicité. Et en fait, tous nos territoires ruraux qui n'ont pas forcément l'atout de la mer, même si nous, c'est assez proche, eh bien, ils se battent avec leurs atouts, ils les mettent en exergue beaucoup plus fortement, avec une culture très forte qui permet justement de se démarquer. Et oui, il y a vraiment une réelle tradition. Vous savez, on entend souvent dans les légendes la Barbagia, Orgose, le pays des bandits, etc. Mais c'est des gens qui ont un sens de l'accueil, des traditions, du partage qui est exceptionnel. Et là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à partager. Alors, un autre aspect des choses qui concerne les îles de Méditerranée, en Sardaigne comme en Corse, justement, la surfréquentation des sites naturels se pose de plus en plus. Collectivités, mairies, conservatoires du littoral, parcs régional naturels réfléchissent à comment mieux canaliser justement ces flux. Le reportage est signé Dominique Moret. Ils sont environ 350 000 à s'y rendre chaque année. La parade, c'est un incontournable pour tous les amateurs de nature visitant Ajaccio. D'aucuns seraient prêts à mettre la main à la poche. Si on fait des parkings énormes, tout le monde va arriver. Donc il faut peut-être limiter un peu. Mais de la payer, pourquoi pas, pour entretenir.
Mais la loi interdit de faire payer l'entrée des sites naturels, ce qui ne facilite pas la gestion des flux. L'impact de la fréquentation humaine sur la faune et la flore est en cours d'analyse avant d'éventuelles mesures. Quel est le plafond acceptable? Et suite aux résultats de cette étude, bien évidemment, il y aura des mesures à prendre pour soit canaliser, soit réglementer les flux, peut-être même, je pense spécialement à Mezumar, interdire l'accès pendant certaines périodes, je pense aux périodes de nidification. La question de la surfréquentation se pose avec plus d'acuité dans les sites sensibles. Ainsi, pour les îles Lavezzi, Curtigalibre a plaidé cet été pour l'instauration de quotas. À Scandola, le passage des navires rapides nuit à la réserve. La canalisation des touristes devient un enjeu majeur pour le Conservatoire du littoral. Pour le cas de Palombage, on a protégé les dunes, canalisé les véhicules, assuré la sécurité de la circulation des véhicules, mais ça demande sans cesse de reconcevoir les aménagements, de les adapter à la fréquentation. On a le problème de l'accès à Saletje, avec là un problème de sécurité par exemple. On a Rocapine qui est un site qui est malgré tout exigu, avec une piste qui n'est pas en très bon état. Les tentatives de l'Assemblée pour maîtriser le territoire se sont heurtées à des refus. La taxe de mouillage et la taxe sur les camping-cars ont été rejetées par le Parlement. Poljo Gaitu-Koulisset, ce problème de la surfréquentation des sites naturels, alors là, il y avait des exemples en milieu, je dirais, littoral. Dans le milieu rural, c'est un problème qui se pose de plus en plus. Bien entendu, et il faut, quand on va développer, on l'a à l'esprit, il va falloir trouver ce juste équilibre. Alors c'est pas simple, et une des solutions, c'est justement d'essayer de trouver les voies et moyens de faire payer les sites, parce qu'aujourd'hui nous avons la plupart des sites, chez moi sur la commune d'Ardios-Samoritz, il y a le site toréen de Fauch, on a en bas le site privé de Filitoz qui est quelque chose d'important, mais la Pichadilonde, une cascade qui est en train d'être sur tous les guides, qui est entre Moka et Ardios, il va falloir trouver les voies et moyens de contrôler, et je crois que l'action qu'a menée Achille Martinet dans la Ritiuse est quelque chose d'exemplaire. Donc bien sûr, on est soucieux de cela, et c'est pas évident à gérer, il faut le dire. Joël Titransouzoni, les foires rurales deviennent également un lieu de tourisme rural qui se développe de plus en plus. Donc les vacanciers sont de plus en plus sensibles à ce genre d'initiative. Vous, justement, comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche, c'est-à-dire développer une activité économique avec les producteurs en les mettant en lien, et puis justement proposer une offre touristique? Donc depuis un an, sur certaines foires, les offices du tourisme se sont engagés et ont été interpellés par les démarches, comme par exemple à Viera Dilali, où c'est l'office du tourisme de Calvi, et qui donc a proposé des circuits pédestres, des boucles, comme il en existe beaucoup dans le pays de Balagne, des circuits sur mer et des circuits plutôt de randonnée, en ayant donc des stands sur les foires rurales. Elles ont répété ça sur plusieurs foires. Donc ce sont des coopérations qui sont initiées depuis peu avec les touristes, parce qu'en fait, on a quand même, on a peut-être 2 millions de personnes sur les foires, donc dans l'ensemble de toutes les foires, ce qui est énorme. Et on peut avoir aussi beaucoup de monde sur les foires dites un petit peu plus dans la saison, donc juin, juillet, août, mais avec des perspectives qui sont tout à fait intéressantes. Afes Adiolegno, par exemple, propose en forêt beaucoup d'activités. Elle est en juillet. Et donc ça étend quand même la perspective d'ouvrir une connaissance davantage sur l'intérieur et la forêt que simplement le balnéaire. Alors on parlait justement tout à l'heure de la route d'essence. Ça c'est une initiative qui existe depuis de nombreuses années et puis qui s'est fortement développée ces dernières années. Justement, là par rapport à la route d'essence, avec la Fédération des foires rurales, il peut y avoir des retombées économiques directes par rapport justement à la présentation des produits lors des différentes foires. Alors, sur les foires, notre exigence, nous et nos contrôles font que les producteurs doivent être, quand le signe officiel de qualité existe, doivent présenter uniquement, par exemple, si je prends Mourtz, uniquement les gens qui sont en démarche AOP sont présents sur le champ de foire. Pour l'huile d'olive, c'est un petit peu différent. Bon, il y a des aménagements à faire, mais on leur demande, il y a le cahier des charges est assez strict sur la production agroalimentaire, où ils doivent produire leur signe officiel de qualité. Sur la route d'essence, elle peut être assez large, puisque ça concerne des productions, et ça peut concerner aussi des artisans. Si je prends l'exemple de la Balagne, que je connais bien,
Elle a déjà été structurée avant la Strada dei Licenze, puisqu'on a une Strada degli Artigiani qui existe depuis fort, fort longtemps. Mais bon, tout ça est groupé. Et je crois que simplement l'histoire, c'est de mutualiser les moyens. Car les artisans qui sont sur la route des sens authentiques, ils sont présents sur nos foires, bien sûr. L'intérêt, ça serait d'ensuite de mutualiser, d'aller plus loin pour conduire les gens sur des circuits touristiques pédestres, à aller justement rencontrer des gens dans leur travail, mais dans leur atelier. Nous, on fait des démonstrations sur nos foires, bien sûr, de poterie, de coutellerie, mais c'est beaucoup plus intéressant pour les gens d'aller sur leur atelier. Poggio Calcutoli, il y a également une volonté politique affirmée depuis ces 2 dernières années par rapport à cette coopération transfrontière, et en particulier avec la Sardaigne, mais pas seulement, puisqu'il y a également un travail qui est réalisé avec l'archipel des Baléares. Là, il y a quand même une proximité. Faire la même chose avec d'autres îles, c'est possible ? Oui, avec d'autres îles, on a le problème des transports, mais bien entendu, il y a la possibilité de le faire avec les autres îles, mais déjà avec la Toscane, avec la Ligurie, où on a des contacts, où il y a d'égal partenaires qui sont déjà partie prenante. Et il est évident que de travailler avec les Iliens sur ces problématiques-là, le problème, c'est les transports, et c'est les liaisons avec les îles. C'est pour ça que nous avons choisi la proximité, ce bassin-là, où il y a des liaisons avec la Toscane et la Sardaigne déjà développées. Ce que je voudrais dire, c'est que Ottoni Barbage, dans ce développement-là, les agences de voyage, les tours opérateurs commercialisent, entre guillemets, Ottoni Barbage hors saison, du 1er septembre au 15 décembre, et font des prix préférentiels pour les personnes qui viennent sur ces manifestations-là. Donc ceux qui viennent sur Ottoni Barbage ont 30 ou 40% de réduction sur les billets. Donc vous voyez qu'il y a une volonté forte qui implique l'ensemble des acteurs, et je dois dire que s'il n'y avait pas eu les foires rurales, et s'il n'y avait pas eu la foire de Filitose, qui a soutenu quand il y avait des creux dans les dispositifs d'aide publique, on n'aurait pas cet accord aujourd'hui, et beaucoup de projets, notamment la route d'essence, n'auraient pas pu aboutir. Donc je crois que la prise de conscience politique, elle est là, sur ce bénévolat, sur ces structures qui ont plus de 30 ou 40 ans et qui ont permis de construire tout doucement ces réseaux qui aujourd'hui sont une valeur culturelle ajoutée importante. Alors il y a cette volonté politique également affirmée de la part de la nouvelle collectivité, donc par rapport au travail engagé avec les politiques de Sardaigne. Vous, comment est-ce que vous vous insérez, je dirais, dans cette dynamique qui a été initiée ? Oui, c'est la concrétisation de la plupart des accords, même si ces projets leaders existent depuis très longtemps, et donc ils sont aujourd'hui, en fait, c'est l'autonomie des territoires à travers ces projets leaders. Il y a 8 GAL en Corse, des groupes d'action locaux, et d'ailleurs nous avons ouvert à Filitose à tous nos autres partenaires des autres territoires de Corse, parce qu'en fait on a les moyens financiers, même s'ils ne sont pas énormes, ils sont importants pour concrétiser, pour faire que les acteurs économiques, sociaux et culturels de ces territoires travaillent ensemble, enfin. Parce que depuis 20 ou 30 ans, ces dispositifs-là, tous les États membres, pas uniquement la France, ont donné de l'argent à l'Europe en disant « nous, on veut le récupérer pour faire ce que nous voulons ». Alors que cet argent-là, Interreg, Leader et autres, étaient des projets qui devaient permettre et qui doivent permettre aux acteurs économiques, sociaux et culturels des territoires transfrontaliers de travailler ensemble, de construire ensemble. C'est pour ça que nous voulons aller soit sur une coopérative européenne, soit sur un groupement d'intérêt économique qui serait vraiment le départ, même s'il y en a eu dans d'autres secteurs, le départ vraiment d'une coopération concrète dans la durée entre les acteurs, je répète, agriculteurs, artisans, commerçants et acteurs culturels des 2 territoires. Alors, dernier reportage de cette émission, et nous allons retourner justement en Sardaigne, puisque face à la désertification de l'intérieur, les initiatives se multiplient. À Ololai, le maire propose des maisons abandonnées, en ruine, pour 1 euro. Retour donc en Barbage, au cœur de la Sardaigne, reportage signé Xavier Pierlovisi et Stéphane Lapera. La Barbage, le cœur géographique de la Sardaigne. Un espace vert infini où s'étendent les hauteurs du massif du Gennargentu. La région abrite des villages originaux au charme authentique, parmi eux Ololai, l'ex-capitale de la Barbage. Giovanni Lado, l'ancien professeur, se souvient que la vie ici était intense. Les villageois formaient un univers où tout ce qui était nécessaire au quotidien se fabriquait et s'achetait sur place. Une puissante vie sociale façonnée par des hommes et des femmes pour lesquels la gageure était synonyme de passion et de labeur.
Mais la vie, c'était surtout une vie de travail, parce que alors c'était encore un village de bergers. Donc pendant la journée, les gens travaillaient dans la campagne, mais pas seulement les hommes, mais même les femmes, parce que les femmes, les jours, ils faisaient les jardins, donc ils produisaient des pommes de terre, des haricots, un peu de tout, et donc ils travaillaient toute la journée en campagne. Au fil des décennies, comme la plupart des zones rurales, la commune n'a pas échappé au processus de dépeuplement et de désertification. Départ des jeunes vers la ville, vieillissement de la population, en moins de 30 ans, sa situation démographique a subi une baisse de plus de 50%. À l'école moyenne, moi j'ai enseigné ici une année, il y avait 7 classes. Et 7 classes nombreuses, tous nombreuses. Donc on peut compter à Ololai alors sur 2500 habitants. Ololai, qui tire son nom d'un ancien cri de guerre à l'allée, a puisé dans son passé, dans son histoire, pour partir en croisade contre l'oubli, l'abandon, la disparition tout simplement. Vous êtes une personne qui va toujours de l'avant. Tous mes compliments. Ainsi, sous l'impulsion de son maire Efício Arbao, la municipalité a lancé une opération pour le moins originale. La mise en vente de plusieurs maisons, pour la plupart centenaires, au prix à peine croyable de 1 euro. Opération qui a défrayé la chronique médiatique aux 4 coins de la planète. Voilà l'exemple d'une maison qui a été léguée par une famille d'Ololai. Elle l'a donnée à la commune pour que l'on puisse mener à bien ce projet de développement. L'information à peine divulguée, les demandes ont afflué, plus de 500, venus du monde entier. Nous avons eu près de 2000 contacts et nous en avons traité 500. Ces personnes ont exprimé leur désir de venir habiter ici et de restructurer les maisons. Les demandes proviennent des pays asiatiques, de l'Océanie, d'Afrique, de toute l'Europe, du nord de l'Amérique, du sud de l'Amérique, du monde entier. Vito Casula, un entrepreneur à la retraite, a été le premier à décrocher une maison de 2 étages pour à peine le coût d'un expresso. L'enfant du village n'a pas hésité à s'investir et à débourser plusieurs milliers d'euros pour rénover sa nouvelle demeure. On se disait, que faire pour ma retraite? Alors j'ai fait la demande. Nous venons ici depuis plusieurs années. La première fois, nous y sommes venus en 1984 en voyage de noces. Faire revivre ces petits villages, c'est maintenir les traditions. Manger, boire, toutes ces bonnes choses. C'est pour cela qu'en Sardaigne, on vit très longtemps. Et beaucoup d'autres ont saisi l'occasion. La plus étonnante est l'apanage d'une petite communauté hollandaise dont fait partie Diederik Brett. Très vite, il a été séduit par la démarche locale, et pour cause. Le prix, évidemment. Seulement 1 euro pour une maison, c'est presque gratis. On avait un amour pour l'Italie, les gens, le pays en général. On est mariés en Italie. Et ça, ma femme a vu sur les médias sociaux et on l'a pris directement, disons. Désormais, 5 familles de nationalité hollandaise figurent parmi les nouveaux habitants du village. Le tout premier signe que le processus d'un repeuplement sans frontières semble sur la bonne voie. Le projet n'a pas laissé insensibles les résidents de souche ololaise. Les Sardes sont partis toujours partout dans le monde. C'est juste que maintenant, on accueille les gens qui viennent ici. En plus, voir, connaître des autres cultures, des autres gens différents de nous, parce qu'ils sont différents de nous, c'est une belle chose. Tia Francisca partage le même sentiment, mais avec retenue et un soupçon d'optimisme. Nous voyons les étrangers. On ne s'en préoccupe pas, car nous sommes vieux, mais nous sommes quand même contents. Une certitude, un vent nouveau se rapproche vers l'ancienne capitale de la Barbagia. Le vent de l'embellie économique et sociale. Bars, restaurants et autres commerces
attendent avec un brin d'impatience le résultat de l'opération Survie, engagée un soir de novembre 2017 par la municipalité. Le village de Lolai est de plus en plus vieillissant. Rendez-vous compte, nous, à 50 ans, nous sommes les jeunes du village. Que voulez-vous, c'est comme ça. Nous espérons qu'il y ait un peu plus de mouvement. C'est toujours mieux s'il y a plus de monde. Pour nous, commerçants, on gagnera quelque chose en plus. C'est normal. Une décennie sera peut-être nécessaire pour savoir si le projet a porté ses fruits. Pour l'heure, les nouvelles populations sont là, et bien là. Toutes savourent un plaisir sans retenue, celui d'être venues chercher en milieu rural un cadre de vie serein et agréable, et de l'avoir trouvé. Paul Jocaiti, vous avez regardé ce reportage avec beaucoup d'attention parce que vous êtes maire d'une petite commune, du rural. On peut dire que ce serait difficile quand même de transposer ce genre d'initiative en Corse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des dispositifs qui existent. Il y a un office foncier qui s'est mis en place avec 30 millions d'euros à disposition des communes. Il y a le GIRTEC qui peut permettre de réduire, et puis quelques outils qui peuvent nous permettre d'aller vers ces éléments-là. Mais là, ça touche à une politique d'aménagement beaucoup plus globale, mais qui est très importante, puisque si on développe un tourisme de qualité, il va falloir qu'on ait des producteurs, il va falloir qu'on ait des artisans, qu'on puisse les installer. Pour ça, il faut du logement. Voilà. Il y a des initiatives qui se sont développées dans ce domaine du logement, justement. Complètement. Il y a des initiatives qui se sont passées sur les territoires du PETR, et notre idée, justement, elle est de mutualiser ces bonnes pratiques et de les diffuser. Ça a été le cas à San Paul, ça a été le cas à Cozzano. Et donc, nous allons essayer d'être très actifs là-dessus, avec aussi des possibilités de restructuration de ces logements. Nous, à Ardius, par exemple, on est en train de racheter une bâtisse, une ancienne bâtisse qui va nous permettre de faire des logements, mais déjà pour les résidents et pour les personnes qui veulent s'installer. Joël Titrantuzoni, on parle de plus en plus de développement durable. Alors, les foires rurales, est-ce qu'elles se mettent au bio également? Notamment, il y a un engouement pour les produits bio depuis ces dernières années. Là, vous faites un travail auprès des producteurs, des éleveurs de la région. Alors nous ne faisons pas le travail parce que ce n'est pas notre rôle, on n'a pas les moyens, on les sensibilise bien sûr. On a beaucoup de producteurs en bio sur nos foires. Ils ont même évidemment leur propre circuit, mais bon, à l'époque, ça remonte même pas il y a longtemps. Je veux dire, Jacques Abaducci a été précurseur avec tout le travail qu'il a fait. Dans nos foires, ce qu'on essaye de développer comme philosophie, c'est que, en fait, l'essentiel des territoires que nous défendons, c'est un bien commun, c'est un patrimoine immatériel et non pas matériel. Donc on essaye de défendre cette idée pour susciter toujours le même engouement, le bénévolat, et soutenir toutes les initiatives. Alors après, il y a des régions où il y a plus de bio, de permaculture, mais elles sont toujours, je dirais, évidemment présentes. Les initiatives les plus innovantes de Corse sont toujours présentes sur nos foires. L'année dernière, à Venaco, il y avait donc un outil présenté sur le tri de gobelets qu'on pouvait mettre dans une machine. Voilà, donc les initiatives sont toujours mises à l'honneur et performantes. Et puis bon, évidemment, il y a plus de, on trie, il n'y a plus de gobelets, je veux dire, voilà, de paille. Alors, les initiatives comme celles qui se sont concrétisées entre cette province du sud de la Corse et cette province de Sardaigne, qu'est-ce que ça peut susciter justement à ce niveau-là, au niveau des échanges entre producteurs, entre éleveurs? Alors, en tant que producteurs, les producteurs avec lesquels nous sommes partis, qui faisaient partie de l'excellence, ont procédé plutôt à la dégustation, parce qu'il y a un écart de prix quand même extrêmement fort. On a reçu 30 000 personnes dans notre petite cour, puisque le principe, c'était corte et aperta. Donc, 38 cours ouvertes dans le village d'Olienne, enfin, village de presque 20 000 habitants, 15 000 habitants. Ensuite, bien sûr, par exemple, si on revenait sur les produits bio et le tri, ils sont extrêmement en avance sur nous, puisque quand les premières fois, nous avons pris des verres, etc., dans les bistrots, comme vous l'avez vu sur le magazine, l'eau gazeuse, elle est uniquement distribuée dans des verres, et c'est 80 centimes, parce que de toute façon, il est gazéifié au bar, et comme ça, il n'y a pas d'échange de bouteilles qu'on va jeter
acheter, qu'on va trimballer, etc. etc. Donc on a appris beaucoup avec eux. Et ces échanges sur nos producteurs ont appris aussi également, parce que il y a un tel décalage sur, par exemple, le produit, bon, c'est l'île au berger, hein, la Sardaigne, nous aussi, nous avons beaucoup. Mais évidemment, donc, nous avions déplacé donc Vanina Malarogne qui était là, Françoise Gianfaragne, et donc, évidemment, on a pu, grâce à Pasquale, aller visiter des coopératives où le décalage est assez important. Mais je crois que tout ça va nous produire que des fruits formidables pour l'avenir. Bonjour Kaïtou, quelles sont les prochaines étapes de cette coopération qui a été engagée ? Donc là, nous devons nous formaliser nos circuits touristiques, donc nature, culture et patrimoine. Du côté de la Sardaigne, la même chose. Et donc nous devons nous revoir pour discuter de la structure juridique et du premier réductour qui permettrait à des agences et à des journalistes de venir visiter des deux côtés ces circuits pour les affiner, pour les peaufiner. Et puis ensuite, donc l'étape ultime, ça serait donc les tours opérateurs et la structure, soit une plateforme que l'on va mettre peut-être en place avec Promoté. Je salue le travail qui a été fait grâce à ce projet aussi. Donc on est dans la continuité, dans la poursuite des dynamiques qu'il y a eu au niveau des projets européens. Et ça serait une plateforme qui nous permettrait de commercialiser carrément déjà les circuits deux nuits plus 3 jours plus une nuit, avec donc ce panel de représentatifs et bien entendu autour des manifestations, que ce soit au Tony Barbage ou les foires de la FRAC, où vous passez un jour sur la foire et puis vous passez vos circuits pour aller découvrir et consommer. Comme l'a dit Paul, on veut attirer des consommateurs sur nos deux territoires respectifs et non pas vendre des produits sardes en Corse, des produits corse en Sardaigne. Ça se fait déjà et de façon très bien. Nous, on est dans cette logique-là et on espère pouvoir aboutir rapidement. Alors bien entendu, nous suivrons ces différentes initiatives sur le terrain. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Prochain rendez-vous, donc, ce sera au début de l'année 2019 pour le prochain Isoulane, puisque c'est un magazine désormais trimestriel. Merci en tout cas de nous avoir suivis et merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer ce nouveau magazine. Très très bonne fin de soirée sur France 3 Corse via Stella et à bientôt. Thank you.